retour sur la chaîne dans un update lecture. Whoop whoop. Bon, je sais, vous en avez eu un il n'y a pas si longtemps que ça, mais soyons joie parce que celui-ci va être plus joyeux que la dernière fois. Parce que la dernière fois, il y avait plein de trucs qui n'allaient pas dans mes lectures. Là, écoutez, sur le lot, on a de la très bonne lecture et 2 coups de cœur. Bon, ça fait 4, mais 2 coups de cœur. Donc soyez heureux. On va juste commencer juste par un qui est dans la même vibe que la fois d'avant. C'est un abandon pour le coup. Sorry. Rapide rappel de la thématique. Ici, nous avons des one-shots de fantasy, d'imaginaire, du chrony, plein de trucs. Et on commence par Le Chant des Géants de David Brie aux éditions Pocket, que j'avais eu en gifting, parce que Laurine était allée pas à un salon, mais je sais plus ce qu'ils faisaient, ils avaient un événement et Laurine avait pu récupérer 2 poches pour moi, dont Le Chant des Géants. L'autre poche, je ne l'ai pas encore lu. Ce livre a été un abandon, et un abandon très réfléchi. Vous avez pu le voir dans le vlog que je vous mets là-haut, puisque je l'ai lu suite à vos choix pour le mois spécial. On lit les lectures que vous nous avez choisies, spécial SP. Et donc j'ai eu beaucoup de mal avec celui-ci, parce que moi on m'a promis, entre gros guillemets, que c'était de la fantasy, et au final c'est bien plus du médiéval que de la fantasy. Voilà. Donc j'ai eu beaucoup de mal parce qu'en fait c'est pas mal écrit, c'était pas ça mon problème, mais j'avais l'impression de lire un livre historique. Et vous le savez, les livres historiques ça ne m'intéresse pas. Si c'est un livre historique avec plein de fantasy, bah du coup c'est de la médiévale fantasy et ça reste de la fantasy, ça me va. Mais là il y avait tellement peu de fantasy que c'était juste non. Non. Donc c'est un abandon, mais pas parce qu'il est mauvais, donc ça pourrait peut-être vous plaire, je ne sais pas. Au niveau du pitch, écoutez, c'est ce que je vous ai dit la dernière fois que je vous l'ai présenté, j'ai du mal à vous faire un résumé parce que le résumé en lui-même, il est pas fou quoi. Donc ça parle de géants et tout machin qui sont plus ou moins leur divinité en fait, mais ces personnages, en tout cas dans la partie que j'ai lue, n'apparaissent pas. On ne sait pas s'ils sont vraiment réels ou pas. Et si je vous fais mon pitch à moi et pas celui qui est écrit derrière, en gros vous avez une espèce de brume mystérieuse qui dévore tout sur son passage et rien ou personne ne ressort de cette brume. Mais c'est le seul truc magique qu'il y a là-dedans à ma connaissance. Et c'est trop peu en fait. Enfin oui c'est un élément déclencheur et encore pas vraiment. Mais c'est tout quoi. Et donc j'ai lu jusqu'à la moitié. Ça me plaisait toujours pas. Et du coup j'ai sauté, j'ai lu les 3-4 derniers chapitres pour voir si j'étais curieuse de ce qui se passait entre les deux, et je n'en avais rien à péter, du coup je me suis arrêtée. Je pense très clairement que ça plaira aux personnes qui ont aimé et qui aiment les légendes arthuriennes. Moi, c'est pas mon délire. Mais ceux qui les aiment, je pense qu'ils risquent d'aimer ce livre. Juste, c'est pas ma cam. Vous savez, c'est le genre de livre médiéval où vous avez le cliché du vieux sage, vous avez un peu de magie, mais on sait pas trop si c'est vraiment de la magie ou si c'est juste les gens qui affabulent parce que la période historique, ce genre de choses. Mais à nouveau, pas mon truc. Et enfin, dernier point, quand je l'ai commencé, c'était le bordel au niveau des personnages, pour 2 raisons. Déjà, il y a plein de narrateurs différents, et genre, il y a un ou des, j'ai toujours pas compris, parce que comme j'ai pas lu le livre en entier, à mon avis, ça m'aide pas non plus, mais un ou des narrateurs où on est en mode... est-ce que c'est la même personne ou est-ce qu'il y a plusieurs personnes? Et genre, qui vous êtes? On fait exprès de laisser le mystère planer sur qui est le conteur de cette histoire. Ouais, sauf que du coup, j'ai pas compris s'il y avait 2 compteurs ou 3 ou 1 ou... J'ai pas compris. J'ai pas compris. Peut-être que j'étais pas assez concentrée, peut-être que j'étais pas assez impliquée, peut-être que c'est parce que j'ai pas tout lu. Mais vraiment, j'étais en mode... Voilà, qui nous parle? Combien nous parle? Quoi? Et au-delà du narrateur, quand on rentre dans l'histoire que nous raconte le narrateur, donc le bouquin, bah on nous présente trop de personnages d'un coup, avec trop de personnages similaires, de noms similaires pardon, et moi j'étais larguée. Alors j'ai fini par m'en sortir, hein, à la moitié du bouquin je savais qui était qui, etc. Mais au tout début c'est un peu le sbeul. Bon, je retrouve pas exactement les 2 noms que je cherchais, mais vous avez le roi Lothar, L-O-T-H-A-R, et dans l'autre camp, je crois que ça s'appelle le royaume Lotan. Donc genre Lothar, Lotan, c'est quasiment la même chose. Je suis sûre qu'en combinant d'autres lettres, tu pouvais avoir des mots complètement différents. Et ça évitait d'avoir 2 ennemis qui ont un nom qui se ressemble. C'était un peu la merdouille ça. Pas ouf, mais si vous aimez à nouveau tout ce qui est légende arthurienne, ça pourrait vous plaire, donc peut-être laissez-vous tenter. Allez, remontons le niveau avec ce magnifique service presse de Au plus profond de la forêt de Holly Black aux éditions Rajo, que j'ai pu recevoir juste avant sa sortie je crois, mais j'ai pas eu le temps de le lire avant sa sortie. Petit tour objet livre, hein, qui évidemment est un point positif, il est magnifique, le jaspage je le trouve trop beau. Et vous avez des dorures à chaud, froid, j'en sais rien.
argenté sur ce beau fond vert. Donc, commençons évidemment par la beauté de l'objet livre, ensuite passons au synopsis. Au niveau du synopsis, moi, il m'a suffi de quelques éléments à peine. Nous avons un prince faé dans un cercueil transparent, gros mode Blanche-Neige, clairement, et ce jeune homme est endormi depuis des siècles, manifestement personne... Je sais pas si... Non, personne de vivant ne sait depuis combien de temps il est là, donc forcément il est là depuis des siècles. Et il s'avère que nous avons un frère et une sœur, Hazel et Ben, qui sont tous les deux, depuis leur plus tendre enfance, amoureux de ce prince, ce qui est beaucoup trop chou. Et ils évoluent un peu dans leur adolescence autour de ça. Et là, un beau jour, eh bien le prince a disparu et n'est plus dans son cercueil. Que s'est-il passé? Où est-il? Etc. etc. Bref, une lecture beaucoup trop bien. Vous l'avez vu aussi dans le vlog dont je parlais tout à l'heure. Donc je peux pas vous le remettre dans le i là-haut, mais vous savez, il est dans le vlog. Et c'est reparti. Le parc d'à côté se fait entretenir depuis ce matin en discontinu. Du coup, ça fait du bruit, ça en fait plus, ça fait du bruit, ça en fait plus. Moi j'en ai ras-le-bol. De toute façon, je pouvais tourner qu'aujourd'hui. Désolé. Déjà, premier point qui me paraît assez essentiel et important, c'était très original. J'ai vraiment trouvé que l'univers, certes, est connu parce que c'est le folklore anglais et c'est exactement le même folklore que dans Le Prince Cruel, forcément. Mais l'histoire en elle-même, l'évolution des personnages, qui fait quoi, quand, où, moi j'ai trouvé ça très original. J'ai écumé, comme souvent, je vous en parle régulièrement, le livre addict et les commentaires des gens sur livre addict pour voir si j'avais pas oublié des points pour mon update. Et il y a des gens qui disaient que c'était pas original et prévisible. Je suis pas d'accord du tout. Mais peut-être que je suis juste plus naïve qu'eux. En tout cas, moi j'ai trouvé ça très original. L'inconvénient, c'est que comme l'univers est lourd, eh bien il faut réussir à se mettre dedans. Et je me rappelle qu'au début, j'ai eu du mal à me mettre dedans parce que j'étais pas dans les bonnes conditions. Par exemple, j'ai essayé de lire au travail sans avoir de casque sur les oreilles et du coup, j'étais déconcentrée toutes les 2 secondes. Or, quand l'univers est assez complet et dense dès le début, c'est pas évident de se mettre dedans. Mais, une fois que j'étais dedans, c'était bon, c'était plié. Mais au début, c'était un peu compliqué. Comme je le disais tout à l'heure, c'est le même univers que Le Prince Cruel. Ça, je mets ça ni comme un point positif ni négatif, à vous de voir comment vous le prenez. En tout cas, les deux sont indépendants, les personnages ne se croisent pas, donc il n'y a pas de chronologie de se dire « Ah, mais on risque de croiser tel personnage, ça veut dire qu'il va pas mourir dans la série principale », ce genre de choses. Non, genre vraiment, on s'en bat les reins, vous pouvez lire ça dans l'ordre que vous voulez, vous pouvez même lire celui-là entre les tomes de l'autre série, faites ce que vous voulez, c'est indépendant. Mais du coup, j'ai vu aussi les gens dans les commentaires Livre Addict qui étaient en mode « Ouais, l'univers il est pas original, etc. » C'est le folklore anglais, mon gars. Qui peut s'en inspirera. C'est comme si tu disais à quelqu'un qui a écrit de la mythologie grecque c'est pas un univers original. Oui, c'est une réécriture. Enfin, c'est logique que l'univers soit pas original. C'est une reprise qui a déjà été repris plein de fois, donc forcément c'est pas original. Mais néanmoins, moi j'ai trouvé que c'était plein de surprises et plus que très intéressant. Et enfin, j'ai adoré l'inversion entre les rôles standardisés, stéréotypés du garçon et de la fille, puisque ici on a un garçon, Ben, qui est musicien, qui est poète, qui est très sensible, et de l'autre côté on a Hazel, qui est une grosse Brutus, et apprenti, je sais plus s'ils ont dit chevaleresse, ou chevalier, ou chevalière, ou je sais plus, mais bref, en tout cas, elle manie l'épée, se bat très bien, ce genre de choses, donc vraiment ce côté inversion des stéréotypes genrés, eh bien ça me plaît forcément. Actuellement il n'est sorti qu'en relié, mais peut-être que d'ici à ce que vous voyez cette vidéo, il est sorti sous un autre format, parce que je sais, en écumant, je sais qu'il y a un autre format de ce livre qui va sortir, mais je sais pas si c'est une version brochée ou directement une version poche. Mais en tout cas, moi je trouve que cette version est magnifique, et je vous recommande de vous pencher sur le sujet de ce livre si un one-shot dans cet univers pourrait vous intéresser. Bim! Voici le premier coup de cœur des 2 que j'ai à vous présenter aujourd'hui. C'était adorable au possible. Mais d'abord, résumé. Bon, comme d'hab, ne lisez pas celui de Lumen, il en dit déjà trop. Ici donc, nous avons La société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana aux éditions Lumen, qui, à ma connaissance, est le premier roman traduit de l'autrice, et j'espère vivement pas le dernier. C'était le premier livre que vous m'aviez choisi pour le fameux vlog, hein, manifestement, vous m'aviez beaucoup choisi de one-shot de l'imaginaire. Et ici, on est sur une cozy fantasy qui est un bijou absolu. Donc c'était ma première cozy fantasy, et quand je l'ai entamée, je ne savais pas que c'était une cozy fantasy. À ceux qui ne savent pas ce qu'est une cozy fantasy, eh bien écoutez, c'est pas une fantasy où on va se battre toutes les 30 secondes, c'est pas de la fantasy où il y a des plot twists et du drama toutes les 10 minutes, du tout. On est sur
de la magie, mais légère, pas prise de tête. On est un peu sur la magie d'un point de vue du barde, si vous voulez vous faire une idée du truc. C'est-à-dire que on prend pas part à l'action, voire il n'y a pas d'action. En l'occurrence, dans celui-là, il n'y en a pas. Enfin, pas beaucoup. Et c'est juste chill. C'est une espèce de contemporain, mais avec des éléments de magie. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais en tout cas, c'est très feel good. Et j'ai adoré. Donc je sais pas si c'est particulièrement celle-là de Cozy Fantasy, ou si, révélation de ma vie, j'adore les Cozy Fantasy, mais en tout cas, celle-là est incroyablement géniale. Sur tous les commentaires négatifs que j'ai vus sur Livre Addict, c'était principalement ça, des gens qui ne savaient pas que c'était de la Cozy Fantasy et qui donc découvrent qu'ils n'aiment pas ça. Déjà, il faut que je vous dise que la cuteness de ce livre est insoutenable tellement elle est beaucoup trop mignon, par tellement d'aspects. Déjà parce qu'il y a une romance, et que la romance en elle-même est trop mignonne. Il y a 3 gamines dans l'histoire qui sont absolument adorables, et je me rends compte que je n'ai toujours pas fait le synopsis, donc le voici, le voilà. Ensuite, Mika Moon qui a une chaîne YouTube sur laquelle elle se fait passer pour une sorcière. Elle a 14 000 abonnés, je crois. Ouais, c'est ça. Sauf que, bah, en fait, elle est vraiment une sorcière. Juste sur sa chaîne, elle se fait passer pour une sorcière. Mais en vrai de vrai, c'est une sorcière. Et le problème, c'est qu'elle va se faire repérer par quelqu'un qui dit avoir besoin d'une sorcière et, pour apprendre à 3 gamines à être des sorcières, parce que lui n'est pas un sorcier, que les gens de l'entourage des jeunes filles qui s'en occupent ne sont pas des sorciers, mais qu'ils ont absolument besoin de quelqu'un pour leur apprendre à contrôler leur pouvoir. Et donc Mika Moon, évidemment, pour qu'il y ait une histoire, va accepter, et vous allez donc la voir débarquer dans ce manoir, si on le voit un petit peu là, côtoyer les autres adultes, côtoyer les enfants, leur donner des leçons de magie, avoir sa petite romance avec l'un d'entre eux. Bref, trop bien. Si vous cherchez un roman pour cet Halloween, c'est pas forcément ça que je vous conseillerais. Parce que si vous cherchez des trucs qui font un peu peur et tout, c'est pas la bonne vibe. C'est-à-dire que oui, on a de la sorcière, mais c'est pas vraiment la vibe sorcière qu'on a habituellement. Donc, si vous voulez un truc un peu plus traditionnel niveau vibe de sorcière, c'est pas forcément ça que je vous donnerais. Est-ce qu'on peut noter, s'il vous plaît, que c'est inclusif? C'est terriblement inclusif. Je crois pas qu'il y ait de personnes handicapées, je crois. Mais en tout cas, au niveau des genres et surtout de la sexualité, c'était bien inclusif. On aime très fort. Petit big up à Marine Gosselin, qui est l'illustratrice de la couverture, parce que vraiment, j'aime énormément cette couverture. On va faire aussi un big up à la fin de cette histoire, qui, je sais plus si j'ai une petite larme qui a coulé ou juste ça m'a mis les larmes aux yeux. Mais je crois que ça a été pété par monsieur, parce que genre, j'étais super émue, et il a parlé ou il a dit un truc, et du coup ça a tout cassé, et j'ai pas pleuré, je crois. Je crois que c'était ça. Mais vraiment, ça m'a mis les larmes aux yeux, j'étais en mode... Oh. Et voilà, j'ai fait un câlin au livre comme ça, ou en tout cas j'avais envie de le faire, parce que c'était beaucoup trop chou. Ça s'est lu très très vite. Voilà, le côté addictif était très présent, notamment par ce côté cocooning, on avait toujours envie de continuer et de savoir ce qui se passait après, même si, à nouveau, pas de plot twist incroyable, pas de gros retournement de situation, juste on se sent bien dans la lecture, c'est doux, c'est cosy, c'est confortable, c'est tout choubidou, c'est trop bien. Et pour aller avec ce côté tout mignon, choubidou, évidemment nous avons des personnages terriblement attachants, que ce soit le male interest, que ce soit l'héroïne, que ce soit les 3 gamines, que ce soit le reste d'entourage d'adultes dans la maison qui s'occupe du coup des enfants. Bref, c'était trop chou. Et ça, c'est un papier de mon boulot. En bref, je vous recommande chaleureusement ce livre, qui est une grosse pépite. Tout à l'heure, je vous ai parlé du Chant des géants que j'ai abandonné parce qu'il n'y avait pas assez d'imaginaire pour mes goûts. Eh bien, je vais vous parler d'un autre livre qui n'avait pas assez d'imaginaire à mon goût. Le Chant des voiles de Tiffs, auto-édité dans ce que j'ai là, mais vous pouvez éventuellement vous l'acheter aux éditions Plume Bleue. Je vous ai raconté 12 fois l'histoire de ce livre, donc je ne vais pas revenir pour la énième fois dessus, mais je l'avais lu il y a minimum 10-12 ans, à l'époque où c'était une fiction sur Skyblog. Et j'ai eu enfin l'opportunité de lire la suite et j'ai découvert que les histoires de pirates, s'il y a peu ou pas d'imaginaire, c'est pas mon truc. Donc je vais pas vous dire s'il y a effectivement de l'imaginaire ou pas. Je l'ai mis dans cette catégorie de livres parce que ça m'arrangeait niveau update lecture et parce que le doute plane super longtemps sur le livre, donc d'une certaine manière il y a un peu d'imaginaire quand même, puisque au moins une partie des personnages imagine que c'est réel. Donc vous avez compris ce que je veux dire. Mais bref, je n'aime pas les trucs de pirates. Voilà, c'est la conclusion. À moins qu'il y ait beaucoup de magie, éventuellement, mais là j'en ai pas beaucoup en tête, voire pas du tout. Ou que des livres que j'aurais lus avec des pirates et qu'il y ait beaucoup de magie. Vous voyez, ça me vient pas en tête. Donc peut-être qu'au final j'aime pas lire les trucs de pirates. C'était quand même très sympa, je peux pas le nier, c'est quand même une bonne lecture.
Je lui ai pas mis de notes comme je le disais tout à l'heure parce que c'est trop tard pour noter maintenant, mais c'était une très bonne lecture et je pense que j'aurais plus apprécié ma lecture si j'avais pas eu connaissance de un ou deux plot twists parce que j'avais lu à l'époque la version fiction un peu pas ouf sur Skyblog qui a nettement été améliorée évidemment, mais pas au niveau des plot twists quoi. Ça reste les mêmes, ça reste l'histoire de base. J'ai quand même 3 points positifs particuliers à vous noter. Point numéro 1, qui en mitigera plus d'un, mais moi j'ai aimé la fin. La fin est ouverte. La fin répond pas à toutes nos questions. La fin peut rendre des gens insatisfaits. Voilà, ne nous mentons pas. Moi j'ai trouvé que c'était cohérent et logique au vu des événements, au vu du caractère des uns et des autres. J'ai trouvé ça mieux que ce soit comme ça, plutôt qu'autrement. Ne détaillons pas trop, ne spoilons pas. J'ai évidemment apprécié. Lucas. Ah, je sais plus. En plus, elle a fait exprès d'écrire dans le livre si on disait Lucas ou Luca. Mais j'ai laissé le livre chez Laurine pour une vidéo. Donc, je l'ai pas suivi. Je crois que c'est Lucas. Elle a fait exprès, disais-je donc, de mettre un fort caractère à Lucas avec une belle évolution de personnage. Parce qu'elle est un peu tête à claque qu'au début. Elle reste toujours avec un fort caractère, mais elle est moins tête à claque à la fin quand même. Mais on aime beaucoup Lucas. Et enfin, et je l'ai écrit comme ça, c'était féministe AF. As fuck. C'était féministe de ouf, c'était super engagé de ce point de vue-là. Et je vais pas vous mentir, de la part de Tiff, ça ne m'étonne absolument pas. Lucas passe son temps à se battre pour ses droits, pour avoir le droit en tant que femme de faire la même chose que les hommes, parce que oui, c'est une femme sur un bateau, mais non, elle porte pas la poisse, et oui, elle a le droit de faire pareil que les autres, d'avoir accès à tout ce à quoi les autres ont accès. Bref, c'est une femme. Et alors, tu vas faire quoi? Bref, c'était un bon livre qui m'a bien plu, mais c'est pas ma came, les livres de pirates. Donc, et encore moins quand il y a très peu de magie, voire pas du tout. Donc, je le conseille à toutes ceux et celles qui aiment les trucs de pirates. Moi qui n'aime pas ça, je retenterai peut-être pas ma chance avec d'autres livres du genre maintenant, parce qu'entre ça et un autre que je vous présenterai pendant le prochain update de roman, eh bien écoutez, maintenant je suis fixée, j'aime pas ça. Voilà. Par contre, d'autres livres de Tiffs, ça, il n'y a pas de souci, je retenterai ma chance, puisque de toute façon, j'en ai déjà 2 dans ma palle, les tomes 1 et 2 d'Almunia, et s'ils me plaisent plus que le chant des voiles, je continuerai avec l'autrice, s'ils me plaisent pas plus, je ferai au cas par cas avec les synopsis. Dans les autres livres que je n'ai pas physiquement avec moi, nous avons Louis-Yetu. Louis-Yetu, donc de Gilles Habier aux éditions Slalom, si je vous dis pas de bêtises. Oui, c'est Slalom. Est une histoire qui, à nouveau, contient peu d'imaginaire, mais c'est quand même le point de départ. C'est-à-dire que on est avec Noah et... J'ai plus le prénom de la nana. Mais je suis débile. En plus, ça fait 2 fois parce que je crois que je fais déjà le coup en book haul. Je crois. Lou! Bravo Clémentine, t'as trouvé ça toute seule? Donc on est avec... Je me désespère. Noah et Lou, donc, qui sont amoureux, qui filent le parfait amour, touche à, vous l'avez l'idée, jusqu'au jour où Lou va avoir un accident, et de cet accident, eh bien écoutez, elle va se réveiller complètement différente. C'est-à-dire qu'elle va tomber dans le coma, et quand elle se réveille enfin, elle n'est pas elle-même. Enfin, c'est bizarre, mais elle est pas Lou, quoi. Et Noah et Armel, la sœur jumelle de Lou, vont tous les deux venir discuter l'un avec l'autre, alors que de base ils peuvent pas se piffrer, en mode on est d'accord que Lou c'est pas notre Lou. Et à partir de là, ils vont investiguer et ils vont se dire mais attends, est-ce qu'il y aurait pas eu un échange d'âme, ou est-ce que son âme n'aurait pas été échangée avec celle de quelqu'un d'autre, ou est-ce qu'il n'y a pas un truc là, franchement. Et donc ils vont mener l'enquête pour savoir où est passée l'âme de Lou, est-ce que c'est l'âme de Lou, pas l'âme de Lou. Qu'en est-il? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'y prend pour réinverser les âmes? Etc. etc. Depuis tout à l'heure, je vous ai beaucoup parlé des fins et cette fois-ci ne fait pas exception puisque je vous fais d'abord un micro trigger warning. La fin reste assez ouverte. Donc si vous n'aimez pas ça, c'est pas un bon plan. Il y a plusieurs choses que j'ai bien aimées, notamment le fait que je ne savais jamais où est-ce qu'on allait. C'est-à-dire que... petit à petit dans l'histoire, j'étais en mode ouais, donc là il vient de se passer ça, donc là on va plutôt aller dans ce sens-là, il va se passer ça, et l'auteur va nous mener à ça, etc. Et à chaque fois que j'avais une idée de là où on n'allait pas là. Je dis pas qu'on allait à l'opposé non plus, mais on n'allait jamais là où je prédisais qu'on allait aller.
Et une fois de temps en temps, et ben écoutez, c'est plutôt agréable. J'ai trouvé par certains aspects que c'était très bien écrit, et par d'autres que c'était pas super bien écrit. Je m'explique. Pour les aspects, c'était bien écrit, nous avons les tout premiers chapitres. Quand on a des espèces de flashbacks, ou en tout cas le début de l'histoire, avant que Lou ait son accident et tombe dans le coma, et donc la relation Noah-Lou, qui est absolument adorable. Et en quelques chapitres, du coup, on arrive à être en admiration et en adoration devant leur relation qui est beaucoup trop mignonne. Donc, on peut en conclure que les personnages et leurs relations sont très bien écrits. Malheureusement, j'ai trouvé quand même quelques incohérences. Donc je sais pas trop si au final c'était vraiment si bien écrit que ça ou pas ou quoi. Ça m'a un peu perturbée. Mais overall, comme disent les anglophones, mais je sais pas comment dire en français. En conclusion, si vous voulez, c'est une bonne lecture qui m'a bien plu, même si à certains moments, ça m'a... Enfin, là j'ai écrit que j'aimais bien, que je savais pas où on m'en emmenait, et c'est vrai, mais à certains moments, en fait, j'ai pas aimé, parce que j'avais l'impression que ça me menait vers une façon de penser ou une réflexion que j'aimais pas du tout. Au final, ça n'a pas trop été le cas, mais du coup, il y a des moments où j'étais en mode, j'arrive pas à savoir si j'aime bien quand même ce qui se passe. Ça m'a mis un peu dans le doute. Mais ce mystère est appréciable quand même un petit peu, vous voyez. C'était en plus un tout petit livre, donc ça s'est lu bien vite. Donc à vous de voir si le pitch vous a fait envie. Mais moi je vous le conseille, c'était quand même sympa. C'est pas la dinguerie du siècle, mais c'était sympa. La meuf finit par regarder des réels en pleine vidéo alors qu'elle doit présenter son plus gros coup de cœur de 2023. Non mais allô quoi. C'est comme si t'étais booktubeuse et que t'avais décidé d'être succincte quoi. Non mais allô. Et oui, évidemment, j'ai gardé le meilleur pour la fin parce que j'adore faire ça, alors que c'est débile, puisque la plupart des gens ne restent pas jusqu'au bout des vidéos. Mais je m'en fous, du coup, ça veut dire que seulement l'élite a le droit d'avoir mon update enfin présent, complet et tout ce que vous voulez sur Noblesse Oblige. J'ai l'impression d'avoir fait partie des précurseurs de Noblesse Oblige. Je sais pas pourquoi j'ai cette impression-là, je vais pas vous mentir. Mais c'est un bijou. Donc, Noblesse Oblige, de My One Alix, aux éditions Slalom, qui est un one-shot bien lourdingue, mais genre, boum quoi. Ce livre, j'en ai fait la promo dès que j'ai pu en faire la promo dans toutes les vidéos YouTube où j'ai pu. J'en ai parlé. Je le conseille à la pelle en magasin et il a un bon gros succès. Alors c'est pas de ma faute, hein, clairement, c'est grâce à l'autrice qui est un génie, ne nous mentons pas, mais un bijou, une pépite, on l'adore très fort, je vous le conseille très chaleureusement. Au niveau du pitch, on va suivre Gabrielle. J'ai même retenu le prénom, alors je l'ai lu il y a au moins 6 mois, je pense. Gabrielle est une révolutionnaire. Elle n'est pas du tout d'accord avec le système en place, c'est-à-dire la royauté. Puisque ici, nous sommes dans une uchronie où la révolution de 1789 a échoué. Voilà, donc la royauté est toujours au pouvoir. Et il y a ce qu'on appelle Noblesse Oblige, qui est une émission de télé-réalité dans laquelle se retrouvent chaque année les ducs, comtes et autres membres importants de l'aristocratie qui sont à marier, et on y met aussi du coup les duchesses et les personnes importantes à marier du côté féminin, et ensuite tout ça dans une télé-réalité. Gabrielle, en tant que révolutionnaire, évidemment que ça ne l'intéresse pas, mais les révolutionnaires justement vont lui donner pour mission d'intégrer quand même l'émission et de découvrir qui a tué la favorite de l'année dernière. Puisque l'année dernière, un comte, un duc, je ne sais plus, je crois que c'est un duc, s'est marié avec une favorite, ou aurait dû se marier avec, et elle est décédée très vite et très mystérieusement dans un incendie. Et donc on demande à Gabrielle de mener l'enquête pour savoir ce qui s'est vraiment passé. Et vous me dites, ouais, il y a une petite vibe la sélection quand même. Ouais, pendant ça. Et après, ça explose dans tous les sens. Il y a des giga plot twists. C'est... Vous allez être complètement soufflé par ce livre. Déjà, on va commencer par cette héroïne, Gabrielle, qui est révolutionnaire. Et révolutionnairement bien écrite, stylée, badass, mais pas dans le sens qu'on l'a vu 12 milliards de fois. Elle est originale, et je l'aime beaucoup. Pour une fois, j'ai écrit des petites bribes de chroniques au fur et à mesure, et j'ai notamment écrit que j'aimais ce qui se profilait. Je peux confirmer, effectivement, maintenant que j'ai fini, qu'il s'est passé, il s'est profilé plein de trucs que j'ai énormément aimé. Comme je le disais plus tôt, comme je viens de le redire, les plot twists. Il y a 2-3 plot twists au moins que j'ai pas vu venir, et j'étais en mode, ah ouais, ok, l'autrice elle a fait ça, ok, elle a osé, ok, bah c'est parti, let's go. Et à chaque fois qu'il y avait un plot twist qui m'emmenait vers un embranchement différent que ce que j'avais anticipé, j'étais en mode,
Ouh, j'aime où on va. Oh, tu pousses le truc. Oh, oh, on arrête d'être cucu en princesse et toute mimi. Ah, j'adore. Donc là, vraiment ça. Le plot twist principal. Alors je sais, je viens de dire que j'avais adoré les plot twists et que ça aurait dû suffire pour vous dire. Mais genre, mets une couche en vous disant, sans spoiler bien sûr ici, que le plot twist principal. Le plot twist principal est un bijou. Le plot twist principal est incroyable. Ok. En fait, j'ai toujours peur, avec mes livres favoris, comme Les Noblesse Oblige maintenant, de trop vous le hyper, au point que vous ayez des attentes trop hautes et que du coup vous l'aimiez pas autant que moi. Voilà. Donc là, en vous hypant trop les plot twists, j'ai peur que vous les voyiez venir. Mais c'est pas grave. Les plot twists quand même. La dureté du propos. Ça va paraître bizarre, mais on part sur un truc un peu cucu comme la sélection, et on va se dire, oh ça va être cucu tout du long, ça va être sympa mais sans plus, ça va être un peu princesse et papillon. Pas du tout. Mais au-delà de pas du tout, on vous décrit les trucs glauques, on vous décrit les trucs affreux. Et j'ai aimé qu'on nous décrive les trucs affreux, c'est-à-dire que j'ai pas eu une distanciation en mode ah c'est censé être affreux mais moi ça m'horripile pas plus que ça. Non non, vraiment à des moments j'étais en mode oh voilà, vous avez l'idée. Ou en mode oh purée, lui c'est un complètement inhumain. C'est un gros mot que j'ai évité. Bref, donc oui, j'ai beaucoup aimé cette dimension de ça va être glauque, attache-toi à tes chaussures. D'ailleurs, en parlant de violence, il y a un message que j'aime énormément, énormément, énormément. Attention, je trouve qu'on ne l'entend pas assez dans les livres d'ailleurs, et même en règle générale. Le traumatisme, regardez-moi bien dans le blanc des yeux, hein. Le traumatisme n'excuse pas la violence. Merci. Donc vos dark romances là où ah ouais il est affreux mais c'est parce qu'il est torturé, il a vécu des traumatismes horribles, c'est pas de sa faute le pauvre chaton. Je m'en bats les reins, je m'en bats les reins. Le traumatisme n'excuse pas la violence. Et on nous le dit en long, en large et en travers dans ce livre, et ça fait partie des raisons pour lesquelles c'est une merveille. Merci. Et enfin, mini aparté, c'est un petit élément tout petit dans l'histoire, mais je trouve ça intéressant. C'est une héroïne qui sait jouer de la musique, au moins du piano, mais je crois qu'elle maîtrise plusieurs instruments. Et du coup, forcément, elle s'y connaît bien en musique classique. Et ce que j'aime énormément, c'est qu'à chaque fois qu'elle a besoin de se calmer, ou d'être zen, ou d'atténuer ses angoisses, elle va se passer une musique classique dans la tête ou la jouer, et va caler son rythme, sa respiration, ses pas, ce genre de choses dessus. Et je trouve que c'est très ingénieux, bien pensé, et très intéressant. Et c'en est tout pour cette update lecture de One Shot de l'imaginaire. J'espère que ça vous aura plu. Je pense qu'il est assez évident quel livre je vous conseille le plus, même si La Société très secrète des sorcières extraordinaires était très bon. Noblesse oblige quoi, voilà. Et en l'honneur de Noblesse oblige, l'emoji du jour que vous allez mettre dans les commentaires si vous voulez soutenir la chaîne et que vous avez suivi jusque là, soit si vous n'avez pas lu Noblesse oblige, vous mettez une robe, parce que je pense qu'il y a sans souci un emoji robe, ou alors vous avez déjà lu Noblesse oblige et vous savez de quel plot twist je parle, et là, vous allez mettre une bombe parce qu'on est des révolutionnaires. Voilà, vous et moi, on a lu ce livre, on sait qu'on est obligé d'être révolutionnaire après tout ça. Donc, si vous avez lu Noblesse oblige, mettez une bombe en commentaire. Sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine. Ciao.